ce grand principe de réajustement de politique coloniale au moment où il savait, il comprenait que le monde a faim de la Seconde Guerre mondiale. Il savait, par ses prévisions, que si rien n'était fait, la France sortirait très affaiblie au sortir de la guerre. Donc, il fallait faire en sorte que tous les États coloniaux d'Afrique aient l'impression que De Gaulle leur donne davantage de liberté. C'est cela, le sens profond de la convocation de la conférence de Brazzaville de 1945. Et donc, lorsque la conférence de Brazzaville est convoquée, d'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que les hommes, les grands décideurs de cette conférence, c'est quand même des hommes comme Jean Rose. Jean Rose qui était le président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, l'homme le plus puissant à l'époque de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, au sortir de la conférence de Brazzaville, les Africains vont et demandent naturellement plus d'autonomie. De Gaulle dit, il n'y a pas de problème. On va vous accorder plus d'autonomie. Mieux, De Gaulle va encore plus loin en leur disant, si les choses se confirment, nous allons vous donner la possibilité d'élire des élus pour aller défendre vos intérêts directement en France. C'est cela le sens de ce qu'on a appelé les fameuses élections, la constituante. Et donc, au moment où, en temps effectivement, on arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle met en pratique ce qu'il dit. Et naturellement, la constitution de la 4e République qui se fait donne cette possibilité aux Africains d'aller siéger à l'Assemblée française. Félix Houphouët est élu en Côte d'Ivoire, un certain nombre d'élus dans toute l'Afrique de l'Ouest, et ils arrivent là-bas. Pour la petite histoire, il faut dire que c'est un collège assez bizarre, puisque c'est un collège qui présente deux collèges, le collège des indigènes et le collège des citoyens. Et Félix Houphouët est candidat au collège des indigènes et le président Denise est candidat au collège des citoyens. Il est battu au collège des citoyens. Félix Houphouët arrive en Europe, en France. Il se rend compte que le parti le plus puissant au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment le Parti communiste, dirigé par Raymond Barbe. Et donc, c'est à ce groupe parlementaire qui s'appuie pour des raisons d'ordre tactique, parce qu'il n'a absolument rien qui le rapproche du Parti communiste. Et donc, Félix Houphouët s'y inscrit et il profite de la puissance de ce groupe parlementaire pour faire adopter des lois bien précises comme l'abolition du travail forcé, etc. Et ça va assez vite. Naturellement, ça va assez vite. Et ensuite, il se dit, mais on va aller encore plus loin en demandant aux élus africains de créer un mouvement d'émancipation. C'est comme ça qu'il convoque la fameuse qui va créer le RDA à Bamako. Mais pour y aller, évidemment, ça n'a pas été facile. Les impérialistes ont essayé d'empêcher en utilisant encore des Africains et des hommes comme Lamine Gueye, qui étaient des gens assez bien, ont fini par prendre de l'argent de Marius Moutet, qui était venu de la France outre-mer. Vous comprenez que le combat actuel a commencé il y a très longtemps. Et donc, naturellement, le RDA est créé sous l'emprise de Raymond Barbe. Pour la petite histoire, sachez que celui qui est élu directement au sortir du Congrès comme secrétaire général, c'est Gabriel Darboussier. Mais Gabriel, c'est plutôt Émile Derlin-Zensou, on l'oblige à démissionner parce qu'il n'est pas communiste. Et donc c'est Gabriel Darboussier qui devient secrétaire général du RDA. Et donc, les peuples avancent, la lutte s'amplifie, et on va vers plus d'autonomie, plus de revendications autonomistes, et la France se rend compte que si elle ne fait rien, elle va être encore perdue, et crée encore un autre réajustement de politique coloniale que la loi cadre. La loi cadre est un moyen plus important, plus souple pour la direction des États. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que la loi cadre est la première expérience de décentralisation de la France. Et c'est pourquoi Gaston Defferre, qui a écrit les textes, a été le tout premier à décentraliser l'État français en 1981, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir. Donc la loi cadre est un réajustement de politique coloniale, mais qui ne suffit pas. Puisque les revendications autonomistes augmentent, et donc la France réalise un certain nombre de coups en Côte d'Ivoire, comme par exemple l'affaire d'Abengourou, l'affaire
de bois flux, etc., mais ça ne suffit pas pour arrêter l'avancée des peuples. Et donc, De Gaulle qui revient fait encore un autre réajustement de politique coloniale qui est la communauté franco-africaine en 1958, qui ne suffit pas et est contraint donc de céder pour aller à des sortes d'indépendance qui sont en fait des transferts de compétences sans indépendance en 1960 pour que nos pays accèdent à la pleine souveraineté théorique. Vous comprenez que toute cette période-là, c'est la période qui va de 1945 à 1960. Mais à partir de 1960, les méthodes doivent changer parce que les États sont formellement indépendants et donc on met en place toutes les structures de la France-Afrique et c'est Pierre Guillaume, qui est polytechnicien et stratège industriel de De Gaulle, qui met en place tous les mécanismes de financement de la France-Afrique. Et donc, la France-Afrique broie tous ceux qui ne sont pas dans sa vision, en particulier tous les chefs d'État qui n'obéissent pas aux injonctions de l'Élysée. Et donc, on commence par arriver à ce qu'on appelle les coups d'État faucardiens, qui systématiquement broient tous les chefs d'État qui ne vont pas dans cette vision, jusqu'aux années 90, au moment où on a la chute du mur de Berlin. Voilà encore une autre étape. À partir de là, ça devient plus compliqué parce que François Mitterrand, se rendant compte que les Africains profitent de ce qu'on appelle le vent de l'Est pour demander un peu plus de liberté, lance encore un autre réajustement de politique coloniale qui est ce qu'on appelle l'appel de la Baule, pour dire aux Africains qu'ils les soutiennent dans leur lutte pour la démocratisation. C'est encore là une manœuvre française. Et donc, nous, dans la rue, on se dit, on a des soutiens en France, etc., RFI, machin, etc. Et donc, les choses avancent et on arrive à une autre phase après 1990. Après 1990, c'est la phase, la mise en place de ce qu'on appelle la démocratie moderne, etc., le multipartisme, etc., etc. Mais à partir de là, ça devient encore plus compliqué. L'État français rentre en laboratoire pour changer encore de méthode de réajustement de politique coloniale. Ce sont les rébellions. Puisque dès lors que, théoriquement, le président a été élu normalement par un suffrage universel, qu'on ne peut pas l'enlever par des coups d'État comme par le passé, on sponsorise des rébellions pour pouvoir faire tomber les chefs d'État qui n'obéissent pas aux injonctions de la France. C'est encore un réajustement de politique coloniale, c'est la nouvelle méthode de réajustement de politique coloniale depuis la chute du mur de Berlin. Mais il y a plus important, c'est qu'avant la chute du mur de Berlin, les Européens se disent, puisque nous avons vaincu ce qu'on a appelé les partis communistes, et que le mur de Berlin est tombé, il nous faut réaliser des expansions économiques. Les expansions économiques ont besoin de deux choses. Ont besoin donc du retour du grand capitalisme triomphant avec les États-Unis en tête et des mécanismes pour intervenir directement dans les États lorsque on ne peut pas faire autrement. Donc on crée deux outils. Un, la CPI. Deux, le droit d'ingérence humanitaire. C'est d'ailleurs le droit d'ingérence humanitaire qui permet, chaque fois que les peuples sont en difficulté, sont en lutte, que le droit d'ingérence humanitaire et toute la puissance médiatique occidentale qui permettent aux Occidentaux d'intervenir militairement et de façon directe pour réclamer une résolution des Nations, au travers d'une résolution des Nations Unies pour intervenir directement sur le terrain. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé en Libye. Je voudrais vous dire que lorsque, en Libye par exemple, on a indiqué que les peuples étaient dans la rue pour chasser Kadhafi, etc., c'était des images de synthèse. Il n'y avait personne dans la rue, c'était juste des images de synthèse pour corroborer les thèses de l'impérialisme pour intervenir directement. Donc, le droit d'ingérence humanitaire et la CPI sont les deux outils. Lorsque on est intervenu directement pour chasser un homme, on envoie la CPI pour le corriger. Donc voilà les deux outils qu'on utilise. Et donc, c'est les mutations différentes de réajustement de politique coloniale que nous observons. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il s'agit d'un réajustement de politique coloniale dont l'objectif est le retour au paradigme de gouvernance de fou. Les deux paradigmes de gouvernance de fou, c'est un, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, deux, la France peut faire ce qu'elle veut.
Donc, le retour au paradigme de gouvernance de fouet est donc ce qui maintient la France en Côte d'Ivoire dans toutes ses luttes depuis les années 93-94. Il faut revenir au paradigme de gouvernance de fouet et là, nous y sommes en plein. Nous y sommes en plein dans les paradigmes de gouvernance de fouet avec les lois sur la patrie, etc., etc. Ça fait partie des instruments. Mais il est important de se demander, mais dans ce... Comment peut-on faire pour en sortir? Je voudrais dire que oui, vous avez indiqué un certain nombre de choses, mais dans une lutte, il y a ce qu'on appelle la maturation. De mon point de vue, c'est d'abord la maturation. Je sais qu'aujourd'hui, en 2019, beaucoup d'Ivoiriens comprennent un peu mieux le discours que nous avions au cours des années 2004-2005, parce que ne le comprenant pas à l'époque, ils ont pensé qu'on défendait telle ou telle chose. Donc, il y a la maturation de l'idée. De mon point de vue, une occupation, c'est un peu ça. Lorsque vous êtes sous occupation, il y a la maturation du peuple, il y a la maturation des idées, et à un moment donné, les idées seront bien mûres, comme on dit, et en ce moment-là, les différentes actions auront plus de pertinence et certainement beaucoup plus d'efficacité. Je pense donc que, de mon point de vue, cette maturation-là est en marche, elle n'est peut-être pas encore